il est clair que les éléments qui sont le plus importants, depuis ce qu'on a noté, autant sur la fluidité des marchandises, qu'il y a des défis à apporter. Dans la première présentation, j'ai présenté au niveau mondial quels étaient les choix et les stratégies des grandes familles, des grands armateurs, des grands opérateurs de terminaux. Et je vais aborder dans cette approche, puisque tout le monde s'est aperçu qu'on a besoin d'un port, un grand port, quels seraient les défis pour la manutention des derniers porte-conteneurs, ceux qui sont de nouvelle génération. En partant sur la base de ce qui se fait à travers le monde, sur les expériences personnelles où j'ai eu à participer au développement de ports et de projets stratégiques sur le Moyen-Orient en ce qui concerne la création de ports nouveaux, des greenfields, l'optimisation de l'existant, je me suis permis, dans cette approche, d'essayer de recenser comment est-ce qu'on approche et quels seront les défis des porte-conteneurs de nouvelle génération, en se basant sur des cas d'école ou des cas pratiques que j'ai rencontrés durant ma modeste carrière. L'approche au terminal à conteneurs. On va s'attaquer au terminal à conteneurs puisque c'est un truc qui est d'intérêt. Le commerce mondial, les flux, la flotte maritime sont des problématiques à exposer et qui affectent l'économie mondiale. À ce jour, les ports et les activités répondent à des besoins et des nécessités d'investissement pour lesquels les fonds ne sont pas encore disponibles. Tout le monde projette, tout le monde veut des ports, tout le monde veut des surfaces, tout le monde construit des grands navires sans se poser la question, est-ce que ces navires pourront rentrer un jour dans les ports ? À la date d'aujourd'hui, vu les plans de commande qu'il y a dans le monde, les ports qui vont accepter les navires à l'horizon des 5 prochaines années, une partie des ports n'existe pas encore. Le besoin en financement pour faire un port, en général, dans un pays correct, qui a une grande célérité, ça se décide en 1 an à 3 ans, et la construction peut-être sur les 6 à 8 ans. Dans des pays où c'est un petit peu plus difficile, ça peut prendre 15 ans. Nous, si on prend le Hamdaniya, il y a longtemps. Tanger, par exemple, Tanger a 19 ans. Tanger Med a été décidé en 97 et il est rentré opérationnel dans une première phase déjà en 2000, 3 ans après. Ce sont des phases avec des modulations. Pardon. L'évolution. Pourquoi il faut des ports ? Parce que les navires ont grandi, la technologie a permis d'utiliser plus d'espace pour faire des économies d'échelle. On est passé de 500 à 800 à aujourd'hui des navires qui font 400 mètres de long, 59 de large et qui permettent d'aller chercher jusqu'à 24, 26 conteneurs en travers. C'est la schématique. Hein. Les navires, par exemple, Triple E, qui étaient il y a 5 ans, 6 ans à la mode, 13 000 TEU, c'était un concept fait dans le monde entier pour faire un round trip. On ne s'arrête pas, on s'arrête dans le port comme on fait sur le métro. L'approche des armateurs a changé. Avant, on allait chercher une marchandise et on revenait pour cette marchandise. Aujourd'hui, le concept des grands armateurs est de faire comme le métro. Le métro prend un point de départ A, il s'arrête dans des stations, il charge et il décharge du personnel. Il charge, madame, il faut t'avouer, je suis là. Il charge et il décharge les passagers jusqu'à arriver en bout de station. Afin de couvrir le monde, les gens prennent 7 à 9, 13 000 TEU et se lancent dans un round trip à travers le monde. Comme ça, chaque jour, vous avez, dans un port clé, un navire qui attend, qui charge et qui décharge. Le bateau partira toujours. Ça veut dire que dans la philosophie des armateurs, on n'attend pas à chercher le fret. Le navire part et il va ramasser la marchandise. Quel que soit, s'il y en a, il en ramasse. S'il n'y en a pas, il va décharger et il ira au prochain port. Nous, on est arrêtés dans une optique où il faut qu'il aille à Marseille,
il va attendre et il va charger. Si la marchandise n'est pas là, il subit les coûts. Non. Les armateurs, dans une approche aujourd'hui, ont choisi de faire des round trips à travers le monde et ils se croisent et pour faire des économies d'échelle, ils s'allient. Mon bateau n'est pas là, c'est le bateau d'un autre qui va ramasser ton conteneur. Rana, on s'entend sur le prix. Tu vas prendre. Ces navires qui sont plus grands ramènent, si vous voulez, le coût de transport dans un slot cost qui coûte 260 $. C'est tout. Et il est vendu à 4 000, 4 200 $. C'est ça les économies d'échelle. Quand on regarde, ça c'est le dernier classement, fin 2002, MSC a repris le dessus en termes de flotte existence et planifiée par les order books sur Maersk, après truc. Mais globalement, ils se suivent et se chevauchent. Si on prend la quantité de navires qui sont en propriété chez Maersk, elle est supérieure à celle qui est chez MSC. Globalement, vous pouvez regarder que les 10 premiers armateurs prennent globalement 70% de tout le business du conteneur. J'avais mis des exemples des derniers navires, tous 399 mètres, 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres, et tous sont à 20 000, 22 000, 24 000 TU. Les choix stratégiques. On se met sur les ports pour gagner de l'argent et faire des économies en choisissant les meilleurs ports, en choisissant les meilleures routes. On ne va pas dans un port si c'est pour rester 15 jours en rade. Ici, un porte-conteneur reste 15 jours en rade. C'est de la folie. Et il vient avec uniquement 700 boîtes. On parle de porte-conteneurs qui viennent avec 22 000 boîtes, 24 000 boîtes. Bon, les passages, si on regarde, on revient et j'essaie de passer assez rapidement. La répartition et la localisation des opérateurs de terminaux à conteneurs. Si on veut réfléchir à installer un port ou un terminal à conteneurs, il faut savoir où sont les autres, où est la concurrence, quelle est la concurrence, quelle est l'interopérabilité, quelle est l'intercompétitivité et quelle est la compétitivité interne dans le pays. Aujourd'hui, nous, les ports, n'ont pas de compétitivité. La marchandise tombe. Galoué, Nada fait Annaba, un bateau, il va venir à Annaba. Le gars qui est à Skikda, qui pourrait lui offrir un meilleur service, des meilleurs prix, il n'y a pas. Les tarifs sont identiques. Toutes ces approches permettent une dynamique et de se lancer dans l'innovation en ce qui concerne la manutention portuaire. Quand on regarde les plus grands ports conteneurs, vous avez Shanghai qui garde, vous pouvez regarder que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec la Corée, les 8 premiers sont asiatiques, et de loin. 47 millions de TU. On s'est arrêté à Manille, qui est 30e, avec 5,5 millions de TU. Une combinaison économique. Un port, c'est une synergie financière entre une flotte et des ports. La situation géographique, les indicateurs de performance et de trade facilitation, l'attrait à l'ouverture économique. On ne va pas installer un port là où on ne peut pas venir, comme je prends l'exemple ici, ramener un conteneur vide. En Algérie, il est interdit de ramener un conteneur vide. Après, on se dit, oui, on veut faire du transbordement. Un conteneur vide ne peut pas ressortir. S'il rentre ici, c'est la croix et la bannière. Il y a des allègements et les textes, la révision, l'approche au code maritime, c'est une des aberrations. Faire du commerce mondial et interdire à quelqu'un de venir déposer ses boîtes pour ensuite les reprendre, ça aussi, il n'y a pas de transbordement. Le choix d'un port, on va faire un port pourquoi ? Pour faire du transbordement, pour faire du business sur l'Algérie, ça veut dire du trafic domestique. Toute cette approche doit être considérée et prise en charge. Le temps de séjour des conteneurs sur les terminaux, il est très simple. En faisant le choix par rapport au volume, si on me disait
Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un grand port en Algérie? Je vais dire pour le trafic domestique, ce n'est pas la peine. Si on optimisait les ports, on pourrait doubler les capacités de trucs. Si on réduisait le dwell time, ça veut dire le temps de séjour des conteneurs, uniquement par 2, et le temps de visite des douanes, on serait capable d'absorber 3 500 000 TU. Ce qui est vraiment très très loin par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, où c'est 1 million, comme l'a précisé M. Boumadé, 1 million et quelques d'imports plein, et environ 1 million d'exports essentiellement vides. Pourquoi? Parce que le tissu... Et ça se répercute sur le prix. Un armateur qui vient et qui ramène un conteneur plein et qui va récupérer un vide, sans fret, il vous fait payer à l'arrivée déjà le prix du retour. L'exemple de montage de projet en ce qui concerne un projet de concession sur un terminal adossé à un terminal existant. Alors, c'est la typologie du partenariat. Quelle est l'autorité portuaire? Aujourd'hui, on ne sait pas. La typologie des sponsors. Qui? Le privé, l'État, qui va se lancer dans ce truc-là? Les périmètres incombant au projet. Ça veut dire les périmètres, autant les périmètres physiques, ça veut dire spatial, que les financements et la construction. Le schéma contractuel, public-privé ou un privé ou public uniquement à 100% qui va investir, toutes ces approches doivent être. Et le schéma du procurement, comment est-ce qu'on va financer et mettre en charge ce truc-là? Parce que le gros, dépenser 3 milliards de dollars ou 10 milliards de dollars sur un terminal, les règles de contractualisation ne peuvent plus obéir aux trucs classiques des marchés gré à gré ou un truc comme ça. C'est des domaines bien spécifiques avec leurs règles et leur environnement. Si on prend l'infrastructure qui crée des alliances, c'est de l'obligation. Vous avez la demande. Shipping Line, Port Industrie, l'énergie, les partenaires du port, des consortiums, des développeurs de zones, des investisseurs et des opérateurs. De l'autre côté, le développement vient des shipping lines, des industries, les propriétaires de la marchandise, parce que c'est eux qui décident. À la fin, c'est le client, c'est lui qui paye, et c'est lui qui va être taxé directement ou indirectement sur le prix du port que vous avez fait, sur le prix que va lui coûter la marchandise qui va transiter par ce port. Le rayonnement, l'indice de connectivité. J'ai entendu tout à l'heure parler de connectivité. La connectivité, c'est la capacité d'un port à être relié à d'autres pays. Nous, en indice de connectivité, sur l'Algérie, on tourne à 10. En Chine, ils sont à 140. À Tanger, ils sont à 90. En Espagne, tous les grands terminaux. Ça veut dire qu'il y a une marge de travail dans laquelle les gens peuvent venir investir. Ça veut dire des armateurs peuvent venir ici pour nous permettre de toucher d'autres pays. Et le cas de la Chine, direct Alger. Non, 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 monsieur. Cette approche, c'est de l'utopie. L'armateur, il vient comme il veut. Mais ça, il faut qu'il y ait un climat tout autour qui lui permette de s'exprimer, d'aller vers le pays, d'avoir des facilitations, d'avoir des bons coûts, d'avoir une productivité intéressante, que son porte-conteneur ne reste pas 20 jours ou un mois en rade pour décharger 600 conteneurs. Si on prend les indices de productivité, les Émirats, c'est plus 179%. Les Maldives, 125%. La Mauritanie, plus 77%. L'Ukraine, moins 61%. Ça, c'est les plus mauvais élèves. Mais quand on prend, il y a de nouveaux standards pour la création des ports. On ne fait pas un port comme ça parce qu'il y a un espace. On fait un port parce qu'il y a un projet derrière. Soit on fait une expansion de l'existant, soit on crée un nouveau port. Si on crée un nouveau port, il y a des règles. Pour traiter des navires de nouvelle génération, il faut que tu aies un channel d'approche qui soit à moins 18. Il faut que tu aies un quai alongside de 16 mètres. Il faut que ton bassin tournant fasse 600 mètres. Pour exemple, celui de Hamdania, ils ont pris 800 mètres.
ce qui pénalise ce projet puisqu'on tombe sur les lignes de fond de 50 mètres. Tanger, par exemple, est sur la ligne de fond de 30 mètres, la digue. Quand vous comptez qu'il faut 3 km de digue, à 250 000 $ le mètre, vous bouffez déjà la majorité de l'argent du projet. La configuration commune aux nouveaux terminaux. Alors, il y a des modélisations. On réfléchit, il y a une vision stratégique, une justification d'ouverture, un environnement, des financements, un marché, des compétences et de la créativité et des alliances. C'est très peu, aujourd'hui, de trouver un État qui décide de faire un port tout seul. Il va appeler les professionnels, il va appeler les banques, il va appeler les partenaires, il va appeler d'autres pays. C'est une science qui est particulière. On ne fait pas un port, ce n'est pas une usine de briques. Un port, c'est fait pour durer 100 ans. Ça, c'est le port de Rotterdam. Avec tout le développement qu'ils ont eu, ils se sont lancés dans multiplier par 2 les volumes qu'ils traitaient. Et ils tournent à 14 millions de TEU. London Gateway. Dubai Port, l'investissement sur London Gateway qui a fait de ce port sur les bords de la Tamise une plateforme qui est des plus performantes au monde. Le basic design d'un terminal, c'est pas sorcier, mais il y a un minimum requirement, un minimum de requis. Un terminal à conteneurs aujourd'hui, sans gantry crane, c'est se tirer une balle dans le pied. Pourquoi les gantry cranes? Parce que le niveau de productivité qui sont permis avec les gantry cranes permettent de libérer les navires plus tôt. Ils imposent un seuil de rentabilité qui tourne normalement à 250 ou 350 moves par heure. Quand vous avez un navire qui vient avec 14 000 TEU, il va faire 6 000 conteneurs qui débarquent, 2 000 qui remontent, 8 000. Il n'a pas besoin de rester une semaine ou 10 jours. Il faut qu'il traite ça en 24 heures ou peut-être moins. Mais ils alignent 7-8 gantry cranes et ils font une productivité de 260 ou 280 moves par heure. Les règles sont les équipements. Tous ces ports fonctionnent avec des équipements. Oh, c'est fini la manutention. Elle a changé avec la conteneurisation. Ça a changé dans le monde. Nous, on est resté pratique et avec les anciennes méthodes. Mazal Snassel, Mazal les grues qui se baladent. On est au XXIe siècle. Et les gens, quand je vois ce plateau, je me dis que ces gens, c'est pas l'école ici, ok, mais quand on prend par exemple les grues sur la construction par exemple d'un terminal qui est nécessaire pour les grands navires, il faut savoir qu'une gantry crane comme ça, elle fait jusqu'à 7500 tonnes. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu commences à réfléchir pour construire ton terminal, tu ne peux pas le construire tout seul. Pourquoi il faut des alliances? Parce que construire ce terminal, ça t'impose de ramener celui qui va ramener les superstructures, qui va acheter, il va t'imposer, il va te dire, écoute, je veux une résistance au sol qui tourne à 7500 ou 5000 tonnes. Donc tu dois choisir l'opérateur. Nous, on a fait un port, alhamdoulilah, ils n'ont pas appelé l'opérateur. Ils ne savent pas. C'est lui qui décide des équipements. C'est lui qui t'oblige à faire le pavement qui te permet de dire, moi, je vais utiliser des RTG sur 5 hauteurs, des gantry cranes, je veux un train et je vais stocker 6 500 000 TEU par an. Si l'opérateur ne vient pas, c'est lui qui sait. Toi, tu ne sais rien. Génie civil débloque, même ça. Pour faire un port, par exemple, c'est 30 millions de tonnes de pierre. Les gens ne le savent pas, mais alhamdoulilah, c'est 30 millions de tonnes de pierre.
Et des pierres machines, n'importe quelle pierre. Il faut qu'elle soit découpée en blocs de 30 tonnes, selon une... Il y a des techniques. Et ce savoir-faire, je reviendrai et je rebondirai, pourquoi les Chinois, c'est leur connaissance et leur truc. Les Chinois gèrent, si vous voulez, l'équivalent sur leurs terminaux de 220 millions de TU. C'est quoi mettre 6 millions de TU, comme ils l'ont fait au Pirée? Bon, ici on passe sur des modèles de gantry crane et des systèmes de levage, ok. Pour augmenter la productivité et faire réduire les trucs, il y a des systèmes qui déchargent 2 conteneurs de 40 pieds en même temps, ça veut dire à chaque move, et il y a des systèmes encore plus récents qui font 40 pieds d'un seul coup. Ça veut dire si vous avez la grue qui fait 25 moves de l'heure par grue, et tu en mets 4 sur le navire, qui ont des spreaders à 4, tu montes tout de suite à 380 moves de l'heure. Ça veut dire un navire qui vient pour 2000 conteneurs, en 5 heures, il s'en va. Il est content, et puis toi aussi, tu es content. La performance entre les systèmes, c'est la différence, les acteurs de la chaîne de transport. L'ensemble des transactions sur un terminal, et par rapport à cette approche, ce n'est pas quelque chose de facile, parce que c'est des millions de transactions. Et pour ça, il faut des softwares adaptés. Un software comme Navis Spark 4, c'est entre 25 et 40 millions de dollars. On ne peut pas faire du conteneur ou décharger avec l'Excel, ok? C'est pas dans cette approche. Il faut savoir qu'en plus de ça, si tu choisis Navis Spark, entre autres, ou Cosmos, ils vont prendre un montant par conteneur que tu débarques. Ils s'associent à toi à vie. Il y en a qui ont développé in-house. Je sais que Dubai Port a développé un système en interne chez eux sur une partie des trucs. Mais la logistique qui est intégrée, comme le disaient tout à l'heure mes collègues, dans le guichet unique, pour revenir encore, ça va de la manufacture avec les banques, avec tous les acteurs du transport, en EDI, la douane, jusqu'au consommateur final. Ça veut dire le client, s'il y a un guichet unique, il dédouane, il paye, maintenant, fait le bureau. Il prend rendez-vous à son camion, il dit, tu vas à telle heure, tu as un rendez-vous, tu te présentes à la porte avec ta carte, avec ton connaissement, tu as le conteneur, l'importance des transactions, hein, j'en ai parlé, les systèmes qui sont intégrés, autant les machines qui tournent sur un terminal moderne pour télécharger des conteneurs de la nouvelle génération, ce n'est pas une machine qui se balade, clair, cool. Ils sont traités par GPS, le conteneur, il va le chercher tout seul. Il y a des terminaux où il n'y a personne. Il n'y a personne. Altenwerder, Tanger, le dernier qui sont en train de... Il n'y a personne. Le bateau arrive, il accoste, les grues, elles viennent toutes seules, elles se mettent en position, hop, et il commence à décharger, il envoie, il décharge sur des AMG ou des ABG qui tournent sur le terminal. Il n'y a personne qui les conduit, tout est automatique. Il l'emmène sur le yard. S'il y a un client qui vient, il se présente avec sa carte, son papier, tac, la machine vient, lui donne le conteneur. C'est des choix. Bien sûr, les systèmes sont intégrés et sont liés. Les armateurs, quand on dit guichet unique, les armateurs ont aussi les systèmes. Les terminaux ont aussi sur le yard. Chaque conteneur, chaque case représente une position. Et c'est connu en permanence. Les trains, la ventilation. On parlait tout à l'heure d'évacuer vers l'Interland via des systèmes de train. Ça en est l'exemple. La réalisation. Les complexes industriels et portuaires. Oui. 3 minutes, je m'en vais. Madame me provoque. Madame me provoque. Elle fait diversion, ok. Madame respecte. Non, madame. Bon, ça, c'est le terminal de l'Altenwerder, hein, dont je vous ai dit, qui est fully automatique.
Les machines roulent, il n'y a pas de chauffeur ni rien du tout. Les conteneurs sont déchargés, ils sont livrés, ils sont donnés, ils sont ventilés à travers tout le truc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, un atout qui est bien, c'est que c'est le pays qui a le plus grand nombre d'intégrations par rapport au transport, puisque les ports sont actionnaires dans les trains. Ça veut dire qu'ils atteignent un niveau de 40% d'évacuation des conteneurs via les trains, qui appartiennent déjà au port. C'est une économie circulaire. J'avais fait une simulation d'un porte-conteneur qui accostait à Jeddah de 13 000 boîtes, ok, et j'ai mis les standards opérationnels, ok. Pour faire un port, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut. Si vous voulez un grand terminal, normalement, le nombre de lignes d'accès doit être de 20, entre 12 et 20 gates. Le temps de passage d'un conteneur à la porte, il ne doit pas dépasser 1 minute. Makash, c'est ça les normes. C'est pas je pense, c'est pas dire, wainama, non, c'est 1 minute. Tu dépasses 1 minute, l'armateur perd, le chauffeur perd. Le temps de tourner à l'intérieur du terminal et prendre une boîte, ça ne doit pas dépasser les 20 minutes. Ça n'existe pas de faire la chaîne toute la nuit sur l'autoroute pour rentrer au port et aller chercher une boîte si on veut bien te la donner. Quand on prend les techniques et le choix de l'opérateur, pourquoi c'est important? Parce que la surface que tu vas prendre ou qu'on va t'allouer doit répondre à l'exploitation et au nombre de boîtes. Quand on prend les techniques aussi par continent, ce qui est important de savoir, c'est de savoir comment, aux États-Unis, le choix des terminaux est fait. Comment, en Europe, c'est fait. Aux États-Unis, ils ne veulent pas stacker comme nous on fait, ni comme en Asie. Aux États-Unis, sur les terminaux, ils ont des remorques. On descend le conteneur, on le met sur une remorque et elle est stationnée. En Asie, ils n'ont pas beaucoup d'espace, donc ils gèrent. La méthode d'opération aussi des navires à conteneurs de nouvelle génération, elle est très différente. Sur un porte-conteneur en Asie, on lui met un maximum de gantry crane. Yokohama, qui avait des records, tournait à 260 moves de l'heure en moyenne annuelle. Aucun jour de congé par an. Ok, c'est terminal APMT. Hein. Et ça tournait en moyenne de 260 moves par heure. Un seul jour de congé, le jour de l'an. Tout le reste de l'année. Et la moyenne, quand on dit la moyenne, ça veut dire qu'ils ont eu des pics à 340. L'espacement des gantry cranes, il est de 80 à 70 mètres. Aux États-Unis, si vous regardez, il est à 121 mètres. En Europe, 140. C'est des approches qui sont sélectives, ok. Bon. Les effets sur le gigantisme des navires n'a pas apporté que de bonnes solutions, parce que manipuler un grand navire cause aussi des problèmes. Si vous voulez, on gagne en productivité dans une tranche de conteneurs, de navires, mais quand vous arrivez à 19 000, 24 000, les technologies, le port, la fluidité, les trucs arrivent un petit peu à ses limites. Ça veut dire qu'il faut savoir comment juguler entre les outils, les équipements et le trafic que vous allez avoir. Bon, là, j'avais fait un truc, si vous voulez, je pense que c'est tout. Hein. L'industrie, contribution au développement des économiques des États. Les opportunités offertes sont des atouts majeurs aux investissements pour le développement économique, les compétences induisent dans l'émergence de pôles logistiques industriels, commerciaux, avec un rayonnement régional. Donc, pour manipuler ou faire les choix de développer et de manipuler un grand porte-conteneur, il y a des prérequisites, des priorités dans l'approche, dans la stratégie, et je vous remercie.